Bonjour à tous et à toutes, nous revoici pour une nouvelle semaine de rencontres avec des astronomes sur ce programme Astronomer at Home, un astronome chez vous à la maison pour vous parler du ciel et de l'univers. Aujourd'hui, nous recevons Basile Auger. Bonjour Basile. Bonjour. Et nous avons avec nous, bien sûr, ma comparse de toujours, Camille. Bonjour Camille. Bonjour, et je serai là pour vos questions, donc n'hésitez pas à poser des questions à Basile. Mettez votre prénom entre parenthèses, votre âge. Si vous êtes un enfant, ce sera utile à Basile pour vous répondre et adapter son discours. Et on va parler aujourd'hui de ce que Basile va vous dire. Le titre est en dessous de la vidéo, donc essayez de poser des questions en rapport avec ce thème. Et de toute façon, je serai impitoyable, je trierai vos questions. Et je ne prendrai aucune question sur les trous noirs. Voilà. Voilà, c'est dit, c'est fait. Par Merci contre, si Camille. vous avez des questions qui ne sont pas tout à fait dans le thème ou des questions qu'on n'aura pas le temps de répondre, on pourra y répondre les prochaines fois, ne vous inquiétez pas. À vous les studios. Merci Camille. De toute façon, vous allez voir, il va y avoir beaucoup de choses, de sujets différents, a priori pas forcément toujours, qui n'ont pas forcément toujours un lien, en tout cas dans l'imaginaire. Basile, est-ce que tu peux nous dire un petit peu donc ce que tu fais? Je rappelle que tu es astrophysicien, tu es postdoc à l'université de Grenoble, donc peut-être rappeler ce que c'est qu'un postdoctorant. Et puis ensuite, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton thème de recherche? Oui, donc bonjour à tout le monde. Et effectivement, je suis en postdoctorat, c'est-à-dire que je ne suis pas un chercheur permanent dans un laboratoire, mais j'ai soutenu une thèse et maintenant je me balade de labo en labo pour faire ma thématique de recherche, pour travailler. Et puis après, l'objectif, c'est de rentrer d'une manière permanente dans un laboratoire. Et du coup, là, aujourd'hui, je suis à l'Institut de planétologie de Grenoble. Et je vais vous parler aujourd'hui, là, pendant une heure, d'une thématique un petit peu inconnue normalement du grand public, qui est l'astrophysique de laboratoire, et qui consiste d'une manière assez simple à faire des expériences, en comprendre ce qu'on observe dans l'espace ou ce qu'on récupère sur Terre en matière extraterrestre. Et je vais essayer de vous présenter un petit peu ce qu'on a fait et ce qu'on fait depuis quelques années avec mes collaborateurs. D'accord. Donc effectivement, depuis qu'on a commencé ce projet d'astronome à la maison, on a effectivement beaucoup rencontré d'astronomes qui étaient soit des théoriciens, donc des personnes qui font des calculs, qui lancent des simulations, donc qui font ça plutôt sur ordinateur, etc. Soit des observateurs, donc des personnes qui vont au télescope ou qui, pareil, depuis chez eux, commandent des observations au télescope qui leur arrivent et qui vont traiter. Là, on est sur un troisième type de discipline, c'est-à-dire que on n'est pas sur de l'observation, on n'est pas sur de la simulation informatique, mais on va en laboratoire essayer de reproduire localement des processus qui se passent dans l'univers, c'est ça? Exactement, voilà. Donc en fait, c'est une discipline très complémentaire à toutes les autres que tu viens de mentionner. En fait, quand vous observez quelque chose avec un télescope, donc que ce soit une étoile ou un nuage de gaz, etc., vous allez recevoir de la lumière. Et avec, je pense que vous avez déjà eu un cours de spectroscopie, là j'avais vu dans les astronomes qui étaient intervenus. Et donc du coup, vous allez avoir des trous dans ces spectres-là. Et l'objectif de l'astrophysique de laboratoire, un des objectifs, c'est de savoir ces trous-là, qu'est-ce que c'est. Et donc du coup, nous, en labo, on fait des expériences pour essayer de comprendre ce qu'on observe avec des télescopes. Donc moi, il y a une partie de mon travail, c'est faire ça. Donc on observe un certain type d'objets. Donc moi, en particulier, je travaille sur des glaces et on essaye de comprendre comment elles se sont formées, qu'est-ce qu'elles ont souffert, comment elles ont évolué dans leur vie. Et puis l'autre partie de mon travail, c'est de travailler sur des micrométéorites. Et du coup, c'est de la matière extraterrestre qu'on récupère sur Terre. Et on essaye de comprendre d'où elle provient, qu'est-ce qu'elle a traversé. Et pour faire ça, on fait des simulations en laboratoire. Donc, on construit des expériences. Et moi, je vais vous parler du coup des expériences qu'on fait sur cette matière-là. Moi, pour résumer, je m'intéresse à la matière carbonée extraterrestre et j'essaye de la reproduire en laboratoire. Alors, juste pour rappeler, comme on a tout le monde qui est là, on parle de matière extraterrestre. On est d'accord qu'il ne s'agit pas de travailler sur des organes de petits hommes verts que tu aurais découvert en Alors, non, secret dans un coin, hein? non. Et je pense que c'est le bon moment du coup pour mettre la diapo 4 où il y a les astéroïdes, comètes et météorites. Allez, allons-y. Hop, la voici. Alors dis-nous, qu'est-ce que c'est tout ça?
Voilà, alors du coup, donc là, ça va être important parce que je vais utiliser différents termes des différentes matières extraterrestres qu'on a sur Terre. Donc, ce que vous avez à droite, du coup, sont une météorite qui est en haut, et puis juste en dessous, vous avez une poussière de météorite qui s'appelle une micrométéorite. Et moi, je vais travailler sur ces objets-là, et ceux-là, on les récupère sur Terre. Mais ils proviennent de différents objets, ils proviennent de l'espace, et les sources de ces objets-là, ça va être soit des astéroïdes, c'est ce que vous avez sur la gauche de votre écran, avec Itokawa et puis Ryugu. Ceux-là, ils sont dans ce qu'on appelle la ceinture principale. Et puis, vous avez des comètes. Et les comètes, elles proviennent de beaucoup plus loin dans le système solaire. Et moi, je vais m'intéresser à ces objets-là. Donc, du coup, il va falloir essayer de retenir la différence entre astéroïdes, comètes, météorites Alors, et micrométéorites. est-ce que tu peux nous rappeler en deux mots, du coup, la différence entre comète et astéroïde, déjà? C'est quoi la grosse différence facile entre les deux? Alors, la grosse différence facile, ça va être que la comète, ça va être un objet actif, c'est-à-dire que il y a une couche de glace dessus, et cette glace, sous l'action du Soleil, va être sublimée et va former ce qu'on appelle le coma. Donc, c'est la queue de la comète. C'est ce Euh, qu'on voit ça- ici, les grands traits blancs voilà. qu'on a sur la comète, sur la... Alors, oui, voilà. Donc, au premier ordre, on va dire que c'est ça, effectivement. Voilà. Donc, ça va être la grosse différence, c'est que l'objet va émettre de la matière dans la forme la queue de la comète, alors que les astéroïdes, non. Mais après, l'astéroïde et comète, il y a encore des gens qui travaillent dessus, parce que on ne sait pas, est-ce qu'il y a un continuum entre les deux, est-ce qu'une comète devient un astéroïde après? Pour l'instant, on n'a pas encore de réponse dessus. D'accord. Ok. Est-ce qu'on peut dire aussi que l'astéroïde est plutôt fait de roches et que la comète est plutôt faite de glace? Est-ce que c'est une bonne définition ou pas? Alors ça, c'était vrai avant qu'il y ait la mission Rosetta. On pensait que c'était effectivement ça, mais avec la mission Rosetta qui est allée visiter une comète en 2014 par là, du coup on s'est rendu compte que oui, il y avait effectivement de la glace à la surface de la comète, mais il y avait aussi plein de trucs et de la saleté, donc de la poussière finalement. Et donc c'est pas vraiment que de la glace, il y a de la glace et plein de matière organique. Et du coup, nous on s'intéresse à celle-là, à cette matière organique qui est sur la comète. Mais du coup, oui, c'est plutôt vrai de dire que l'astéroïde, c'est essentiellement de la caillasse. Mais la comète, faut voir. Alors, D'accord. j'ai une première question. Ça y est, ça commence. J'ai demandé aux gens de te poser des questions sur les petits corps, puisque c'est la section du moment. Et on a Chichi 2029, comment tu t'appelles déjà? Est-ce que tu l'as dit? Non, eh ben, écoute, ça sera pour une prochaine question, ton prénom. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une différence de position entre les comètes et les astéroïdes? Historiquement, est-ce qu'il n'y a pas une dénomination liée aussi à la position et pas qu'à la nature du corps? Oui, alors je vois effectivement la question. Donc oui, c'est vrai au niveau de la position. Donc ça, tu vas pouvoir la dépôt juste avant système solaire. Je pense que tu l'as appelé. Celle-ci. Tu l'as Ouais, avec voilà. quelques secondes de retard. Ouais. Ouais, ok, exact. Voilà, du coup, effectivement, les astéroïdes, ils sont essentiellement dans ce qu'on appelle la ceinture principale d'astéroïdes qui est entre Mars et Jupiter, et c'est ce que vous avez à gauche. Et c'est que là, il y a tous les astéroïdes quasiment qu'on observe. Il y a à peu près, je sais pas, 500 000 objets, et ils orbitent tous à peu près à cet endroit-là. Alors que les comètes, c'est ce que vous avez sur la partie de droite, elles proviennent du système solaire externe. Donc c'est beaucoup plus loin. C'est typiquement derrière l'orbite de Neptune. Et vous avez des objets qui sont à ces endroits-là et qui vont revenir dans le système solaire et sous l'action du Soleil devenir une comète, donc former la queue dont on a parlé tout à l'heure. Et puis après, ils vont pouvoir être piégés dans la ceinture principale. Par exemple, la comète Churyumov, où il y a Rosetta qui est allée se promener, elle est dans cette ceinture-là. C'est une comète de la famille de Jupiter. Mais après, vous en avez d'autres qui proviennent de beaucoup plus loin. Donc il y a effectivement une classification par rapport à l'endroit dont on se place dans le système solaire. Camille, est-ce qu'on a une autre question? Camille? Le temps que j'allume mon micro pour pas polluer avec mon clavier. Non, on n'a pas encore d'autres D'accord. questions. Ah si, on a une nouvelle question. Mais juste avant, du coup, je vais te demander une petite précision. Est-ce que tu peux peut-être parler aux gens aussi des astéroïdes troyens, un peu, parce que c'est encore une autre classe d'astéroïdes qui sont assez nombreuses quand même, pour qu'on finisse Alors, cette définition et qu'on passe à autre chose après. d'accord. Alors moi, du coup, je suis pas un expert sur les astéroïdes. Du coup, les Troyens, sur l'image que vous aviez précédemment, c'est ceux qui sont en vert dans l'image de gauche. Et ce sont des astéroïdes qui vont suivre l'orbite de Jupiter. Donc vous avez les Troyens et les Grecs. Après, moi, je connais pas suffisamment pour savoir s'il y a des grosses différences avec les astéroïdes qui sont dans la ceinture principale. Donc je vais pas pouvoir trop m'étaler
sur la dénomination. Mais ça reste du coup des astéroïdes. C'est juste la Pour position. un résumé pour les gens en termes de vocabulaire, donc il y a différentes choses en termes de petits corps dans le système solaire. Les définitions dépendent de la nature, comme tu l'as dit Basile, et aussi, comme tu l'as dit, de leur position. Et toi, ton métier, une des parties de ton travail, ça va être de travailler sur c'est les comètes, c'est ça. Donc, Voilà, donc moi je vais travailler sur les objets transneptuniens, donc c'est tous ceux qui sont extrêmement loin dans le système solaire. Alors, donc j'ai des questions. J'ai une question de Lionel qui te demande, les objets intermédiaires, est-ce que ce sont ce qu'on appelle des chimères? Alors je ne sais pas parce que J'ai je ne entendu connaissais parler pas plutôt de ce terme. centaures, je ne sais pas si c'est ça que Alors tu oui, veux dire, Lionel. il y a des centaures aussi qui sont des... Alors je ne sais pas exactement d'ailleurs. Mais chimère, non, je ne connaissais pas ce terme-là. Moi, j'ai entendu parler de Je ne peux centaures. pas malheureusement répondre. Alors, Lionel, peut-être si tu peux nous préciser ta question un peu plus tard. En attendant, j'ai une autre question. Est-ce que la limite entre astéroïde et planète naine est clairement définie? C'est Mathias qui te demande ça. Alors oui, la définition en fait est très claire. Pour un astéroïde et une planète naine, en fait, il faut que l'astéroïde soit quand même relativement de forme. Donc, la vraie question, en fait, ça va être la différence entre planète et planète naine. Donc, il faut que le corps soit sphérique et qu'elle ait globalement lavé son orbite, on va dire. Les astéroïdes, du coup, n'ont pas lavé leur orbite, c'est-à-dire qu'il y a encore plein de choses au niveau de l'endroit où ils sont en train de tourner. Par contre, vous en avez certains qui sont en forme sphérique. Par exemple, dans la ceinture principale, vous avez Cérès, qui est un astéroïde, mais qui est une planète naine. Et qui est la plus... Enfin, oui, du coup, qui est une planète naine. Il s'appelle Cérès et qui est bien un astéroïde. Et par contre, les autres, donc ceux que je vous ai montrés, vous voyez que la forme n'est pas du tout sphérique. Donc là, ce sont bien des astéroïdes. La différence se fait, si je me rappelle bien, aux alentours de l'ordre du millier de kilomètres. C'est là où un gros astéroïde devient une planète naine, c'est ça à peu près? Ouais, je pense que c'est ça, parce que moi j'ai retenu une centaine de kilomètres pour un Ouais, c'est ça. astéroïde, donc on rajoute un ordre de grandeur, ça me semble correct. Faudrait vérifier en fait avec la taille de Cérès. Et d'ailleurs, Cérès s'appelle 1 Cérès puisque c'est le premier astéroïde qu'on a avoir été historiquement trouvé. Alors du coup, on va plutôt aller avec les questions qui vont suivre. Là, on va commencer à rentrer vraiment dans ton sujet de recherche. On me parle du nuage de Oort. Alors du coup, il va falloir définir ce que c'est que le nuage de Oort. Et donc Vincent te demande combien est-ce qu'il y a de comètes estimées dans le nuage de Oort. Donc si tu peux définir ce que c'est, et puis peut-être même parler un peu des deux réservoirs à ce moment-là pour faire. Exactement. Du coup, on va revenir. Je pense que cette fois, ça va être l'image que tu as appelée écliptique. Allez, c'est parti. Hop, celle-ci. Voilà. Donc là, ici, vous avez un schéma du système solaire qui est pas à l'échelle, du coup. Et du coup, là-dedans, vous avez plusieurs choses. Et vous avez du coup la Terre déjà, qui est la plus proche du Soleil dans cette représentation-là. On n'est que les endroits un peu importants. Ensuite, vous avez la ceinture principale d'astéroïdes, qui est le premier réservoir dont on a parlé. Et puis ensuite, si vous vous éloignez, vous arrivez à Neptune, qui est juste avant Pluton. Et tous les objets qui sont derrière vont faire partie de ce qu'on appelle les transneptuniens. C'est les objets qui sont au-delà de Neptune. Et là, vous avez 3 réservoirs, on va dire 2 aujourd'hui pour notre discussion. Donc, vous avez ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper, qui commence là au tout début de ce que vous avez en rouge jusqu'à une définition qui n'est pas très, très évidente, on va dire 1000 unités astronomiques. Et puis, si vous allez encore plus loin, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle le nuage d'Oort. Et le nuage d'Oort, c'est un immense réservoir de matière qui est pour l'instant théorisé. On ne sait pas s'il existe, on n'a pas d'observation, mais on pense qu'il doit exister et qui est extrêmement loin et très étendu dans notre système solaire. Et à l'intérieur, du coup, vous avez potentiellement des milliards d'objets glacés. Et ces objets-là, de temps en temps, ils vont pouvoir revenir dans le système solaire sous la forme de comètes, souvent les comètes apériodiques. Donc, c'est celles qu'on voit passer une seule fois, et puis après, on les revoit plus jamais. Juste pour préciser, là encore, petite question de définition. Donc, on voit sur le graphe AU, 1 AU, 10 AU, 100 AU. Donc, AU, c'est unité astronomique et c'est la distance Terre-Soleil. Donc, en fait, on a vraiment quelque chose qui est un graphe qui est pas forcément évident à lire, puisque sur la gauche, on va de 1 à 2 à 3 unités astronomiques, mais sur la droite, on va de 1000 en 1000, de 10 000 en 10 000 et de 100 000 en 100 000. Donc, voilà. Ça sert à compresser toutes les distances dans un seul et même graphe. Voilà. Pour vous donner une idée, la sonde Voyager, elle est en gros autour de 100 AU, je crois. Et il lui a fallu bien 70 ans pour arriver à cet endroit-là.
Et il lui faut encore au moins 300 ans pour arriver au début du nuage d'Oort et à peu près 10 000 pour en sortir. Donc c'est pour vous donner une idée à quel point c'est des objets qui sont très étendus et extrêmement loin dans le système solaire. Ok, merci. Alors ensuite, du coup, reste bien sur cette diapo puisque j'ai d'autres questions par rapport à ça. C'est parfait. On a donc, alors j'ai Chichi29 et Dombichon. Alors du coup, je voulais faire l'inverse, mais par rapport à ce que tu dis, je vais commencer par Dombichon, qui demande les comètes qui viennent visiter notre système solaire. Alors si je comprends bien sa question, au-delà peut-être des petites erreurs de vocabulaire, la personne demande est-ce qu'il y a des comètes qui viendraient d'ailleurs que le système solaire et qui viendraient qu'une seule fois et qui repartiraient? Alors, il y a eu, il me semble, 2 observations donc d'astéroïdes qui ne viennent pas de notre système solaire. Donc, j'ai pas le nom du deuxième et le premier. Le premier, je vais pas réussir à dire le nom non plus. Mais il y en a un qui a une forme extrêmement allongée et effectivement. C'est ça? Voilà, exactement. Et du coup, c'est un objet qui ne vient pas de notre système solaire et qui vient du coup d'ailleurs, d'un autre système solaire. Et c'est la première fois, il me semble, qu'il y avait ce genre d'objet-là. En tout cas, on était observé. Par contre, les comètes qu'on observe une seule fois, elles proviennent a priori du nuage d'Oort. Il n'y a pas de raison de penser qu'elles proviennent d'au-delà. Ce sont des comètes qui arrivent de ce réservoir-là et qui, du coup, passent une seule fois dans notre système solaire et puis après retournent dans le nuage d'Oort. Mais étant donné que c'est quelque chose d'extrêmement lointain, à nos échelles, elles ne repasseront jamais. Et donc, c'est une question de trajectoire. En étudiant la trajectoire, j'imagine qu'on peut faire la distinction entre une comète interstellaire et une comète de Oort, en fait. Oui, je pense. Après, je ne suis pas spécialiste dedans, mais je pense, oui. Alors, du coup, on va passer à Chichi 2029, qui s'appelle Thibaut. Voilà, on a son prénom, ça y est. Thibaut demande si les comètes qui viennent de plus loin dans le système solaire sont en quelque sorte protégées de l'action du vent solaire et gardent leur composition originelle, contrairement aux astéroïdes exposés. C'est une excellente question, parce que c'est exactement là-dessus que je travaille. Ah ben voilà, super transition. Donc très belle transition, bravo. Et donc effectivement, les comètes, les objets qui sont très loin dans le système solaire, donc typiquement dans la ceinture de Kuiper ou dans le nuage d'Oort, ils sont très loin du Soleil. Donc du coup, l'influence du vent solaire, elle va pas être très importante à leur surface, c'est-à-dire qu'elles vont être peu impactées par l'effet du Soleil à leur surface. En revanche, elles vont être impactées par un autre phénomène qui s'appelle le rayonnement cosmique galactique. Donc il y a un rayonnement de noyaux qui proviennent de notre galaxie. Et ce sont des atomes qui vont arriver, des noyaux qui vont arriver et qui vont irradier les objets lointains dans le système solaire. Et ce vent-là, qui est un vent galactique si on veut, mais voilà, qui est vraiment le rayonnement galactique, celui-là, il est en général arrêté au niveau de la ceinture de Kuiper. Il ne pénètre pas à l'intérieur du système solaire pour les parties de basse énergie. Par contre, pour ceux qui sont de très haute énergie, ceux-là, on va pouvoir les détecter. Et c'est comme ça qu'on sait qu'ils existent d'ailleurs. Mais du coup, les objets là-bas, l'âge d'Oort, ils vont pas conserver leur forme originelle ou leur composition originelle précisément parce qu'il y a l'effet de ce rayonnement-là. Et moi, mon travail, c'est de simuler l'effet de ce rayonnement-là à la surface de ces objets-là. Donc, c'est une super transition. C'est-à-dire que du coup, donc on rappelle que le vent solaire, c'est aussi un flux de particules, de noyaux d'atomes qui se diffusent comme ça dans le système solaire. Mais en dehors du système solaire, donc ce vent solaire s'arrête, ce flux de particules s'arrête, mais est remplacé par un autre flux de particules lui aussi, mais qui provient des autres étoiles de la galaxie. Voilà, en fait, il faut voir ça comme une question de dominance. Dans le système solaire interne, le Soleil va... Et puis dans le système solaire externe, le rayonnement cosmique galactique va dominer. Du coup, en fait, les comètes, c'est des très bonnes sondes du rayonnement cosmique galactique parce qu'elles vont piocher du cosmique et après, de temps en temps, elles viennent dans le système solaire pour nous montrer ce qu'elles ont récupéré. C'est ça, c'est un peu comme des filets à papillons. Alors, oui, sauf que nous, on ne va pas s'intéresser à ce qu'elles ont récupéré, mais on va s'intéresser aux effets qu'a été induit par ces irradiations-là. Donc, en fait, on ne va pas récupérer les noyaux qui ont été capturés comme un filet à papillons, si on veut, mais on va voir que les ions qui ont tapé à la surface de ces comètes-là, elles ont provoqué plein de destructions, elles ont produit plein de nouvelles choses. Et nous, ce qu'on essaye de comprendre, c'est qu'est-ce qu'elles ont produit. Et du coup, c'est pour ça qu'on construit des expériences pour essayer de simuler le rayonnement cosmique galactique. Est-ce que tu nous montres une de ces... Tu nous montres un peu à quoi ressemble une expérience pour simuler le rayonnement galactique ?
Voilà, donc du coup, tu peux mettre Iglias. Alors, juste avant, est-ce que Ouais. je peux poser les deux dernières questions qui restaient sur ce thème-là et après on part sur l'expérience. On a juste Émile Émile, donc qui est un enfant de 13 ans, je crois, qui demande si on a les dimensions du système solaire externe avec le nuage de Oort. Est-ce que ça peut être une frontière, on va dire, gravitationnelle du système solaire? Est-ce que tu peux nous dire un peu jusqu'à où Alors, ça ouais, s'étend? effectivement. Donc, il y a plusieurs définitions pour définir la fin du système solaire. Il y en a une où c'est la fin du champ magnétique solaire. C'est la fin du bouclier magnétique solaire, qui s'appelle l'héliopause. Et à cet endroit-là, on va définir que quand on est au-delà de ce champ magnétique-là, on est dans le milieu interstellaire, ce qui est une bonne définition qui permet de définir le système solaire. Mais en revanche, il se trouve que le nuage d'Oort il est bien au-delà de ce champ magnétique. Et en fait, c'est que même s'il est très loin et en dehors du champ de protection du Soleil, il est toujours dans son champ gravitationnel. Et donc, du coup, le nuage d'Oort il est extrêmement étendu et il se rapproche à pas loin du quart de la distance de la prochaine étoile. Donc, c'est quelque chose de vraiment, vraiment extrêmement grand. Et enfin, on a Émile de nouveau qui pose la question. Comme les comètes qui sont dans le nuage de Oort sont modifiées par le rayonnement cosmique, Émile se demande si, quand une comète comme Halley, par exemple, vient vers le Soleil, est-ce qu'il est aussi modifié par ce qui se passe dans le système solaire? Ah Et oui, après, on passe complètement. aux expériences. Oui, complètement. Ces comètes-là, du coup, elles passent et non seulement elles sont exposées à ce rayonnement-là, mais en plus, elles passent proche du Soleil, ce qui fait qu'il y a une couche de glace qui disparaît. Il se passe énormément de choses à la surface. Et en fait, moi, je vais travailler sur des comètes qui passent une seule fois donc, près du Soleil. Donc, je vais même pas m'intéresser aux comètes qui font plusieurs fois le tour du Soleil, qui reviennent et qui repartent, parce que là, c'est beaucoup trop compliqué à simuler. Nous, on fait juste un objet, il arrive dans le système solaire, et puis c'est tout. Mais sinon, ce serait trop compliqué de simuler tout ce qui se passe pour un objet qui va repartir dans le nuage d'Oort et revenir, etc. Ce serait beaucoup trop dur. D'accord. Alors du coup, à quoi ressemble une expérience pour simuler l'irradiation de Ouais. rayonnement cosmique sur un objet derrière Neptune? Alors du coup, donc là, on va vous montrer une image. Donc c'est les expériences, pas des gros télescopes. Donc si vous avez l'habitude de voir ça, vous allez être déçus. Mais par contre, ce sont des belles manips de labo. Donc si tu peux mettre Iglias du coup tout de suite, ça on pourra Ah y bah revenir après. D'accord, ok. Enfin, je pense que ça Hop, viendra. vas-y. Voilà. Donc là, c'est un dispositif qu'on a construit pendant ma thèse. En fait, une partie de mon travail de thèse, c'était de faire ça et de caractériser cette machine. Donc là, ce que vous avez, c'est quelque chose déjà qui est plus grand que moi. Il faut se rendre compte que c'est quand même des grosses machines. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est construire un dispositif. Donc c'est ce que vous avez au centre qui est recouvert de papier alu. Et ce dispositif-là, en fait, on va pouvoir descendre à des très très basses pressions et à très basse température. Et ça va nous permettre de reproduire ce qu'on trouve dans le système solaire externe. Et à partir du moment où on est à très basse température, on va pouvoir faire tout un tas de choses. Et en particulier, c'est ce que vous avez sur l'avant de cette machine. Alors c'est peut-être un petit peu dur à voir, mais vous avez à un moment 4 boutons noirs. Je ne sais pas si tu peux les compter À droite ou à souris. gauche? En fait, sur la partie à gauche, tu as 5 vannes. Donc, toi, tu vas voir ce que c'est tu as 5 vannes noires. Alors, on va essayer de grossir un peu ça. Voilà, Ouais, les voilà. 5 vannes qui sont en Alors, bas de l'image. alors, voilà, exactement. Celles qui sont vraiment tout en bas de l'image. Donc là, en fait, à l'intérieur, on va injecter du gaz. Et ce gaz-là, ça va être de l'azote, du méthane, du méthanol, un peu ce qu'on veut. Et on va pouvoir du coup faire des mélanges et ensuite injecter ce gaz-là dans l'enceinte. Et une fois injecté dans l'enceinte, il va aller former une petite couche de glace sur des fenêtres. Et nous, c'est ça qu'on va faire. On va reproduire en laboratoire la surface des objets lointains. Donc, par exemple, moi, je travaillais sur des glaces d'azote et de méthane, qui sont les compositions attendues des objets du nuage d'Oort. Et ensuite, une fois que cette glace elle est formée, vous avez sur la partie droite de l'image tout un tas de grosses machines. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des spectromètres. C'est des choses qui vont nous permettre de savoir ce qu'on a dans notre glace, donc de nous donner des informations sur la composition et les différentes molécules qui sont à l'intérieur de nos glaces. Et après, tout cet ensemble-là, en fait, ce que vous ne pouvez pas voir sur cette image-là, mais qu'on pourra vous montrer un petit peu après, c'est que cette machine-là, elle est installée sur un accélérateur à particules, donc qui est en réalité un accélérateur d'ions qui s'appelle le GANIL, qui est le grand accélérateur national d'ions lourds, qui est situé à Caen en Normandie. Et en fait, là, il va nous produire des faisceaux d'ions.
Et ces ions-là, ils vont être de haute énergie, ils vont nous permettre de faire comme si on avait du rayonnement cosmique galactique. Donc, pour résumer, on a la machine. Ouais, super, tu peux laisser ça. Ah, d'accord. Non, c'est très bien. La fenêtre avec le schéma d'Iglias et puis les 3 fenêtres. Voilà, super. Voilà, donc là, vous avez un schéma et puis une photo de ce qui est à l'intérieur de l'enceinte. Donc, à l'intérieur de l'enceinte, c'est quelque chose qui est sous vide. Donc, pour vous donner des idées des vides qu'on atteint, c'est à peu près du 10 puissance moins 10 millibars, en sachant que 1000 millibars, c'est la pression qu'on a nous ici. Donc, on est à du coup 10 000 milliards par là, 2 fois moins que la pression atmosphérique. Donc, c'est vraiment des très, très bons vides. Et les températures qu'on atteint, c'est de l'ordre de la dizaine de Kelvin. Donc, c'est en gros moins 260 degrés, ce qui sont à peu près les températures qu'on attend dans les objets du nuage d'Oort. Et du coup, sur cette image-là, vous voyez 3 fenêtres. Et sur ces fenêtres-là, on va pouvoir déposer notre gaz qui va former une toute petite couche de glace. Donc, la glace, elle va être typiquement de l'ordre de la dizaine de micromètres. Et ensuite, on va exposer cette glace à un faisceau d'ions pour simuler le rayonnement cosmique galactique. Donc, et après, nous... Ouais. Donc l'injection de gaz pour faire de la glace, c'est le petit triangle bleu. Exactement. On injecte de la glace, ça va sur les 3 petits rectangles blancs qui sont au-dessus, et ensuite on lance un faisceau d'ions, ce sont les petits points rouges. Exactement. Okay. Donc mais on injecte du gaz, et le gaz va se condenser à la surface des fenêtres qui est refroidie. Est-ce que tu nous as parlé du vide, de la qualité du vide dans la chambre, en des termes qui sont scientifiques, mais peut-être que le public est plus habitué au nombre d'atomes dans une cuillère, tu sais, ce genre de choses. Est-ce que tu aurais peut-être une... Alors non, du coup, je vais pas avoir ça. Non, puis je pourrais pas le calculer de tête. Et du coup, peut-être si tu compares peut-être au vide qui est autour de la Terre, par exemple, est-ce qu'il est plus poussé, moins poussé? Il est bien meilleur qu'on a autour de l'ISS, par exemple. D'accord. Voilà, je pense que ça permettra aux gens de mieux voir le truc. Un vide plus poussé que l'espace qu'il y a autour de la station spatiale. D'accord. Alors qui est à en gros 400 km. Okay. Plus loin, je ne me prononce pas, mais ouais, c'est des excellents vides. Et ça nous permet de faire des belles manips, du coup. Voilà, et du coup, une fois qu'on a fait ces objets-là, on va les... Et puis, pour simuler l'action du rayonnement cosmique galactique. Et après, on va pouvoir faire d'autres genres d'analyses dont on pourra peut-être parler un petit peu plus tard. Camille, est-ce qu'on a des questions ? Oui, du coup, on a une question. Je pense que ça va un petit peu dans les 2 sujets qu'on vient de voir. Est-ce qu'on a la possibilité de dater une surface cométaire, du coup, avec ce que tu fais? Alors, je pense pas. Faudrait que je regarde. Mon travail permet pas de faire de la datation. Non, la quantité de rayonnement qu'elle reçoit au cours du temps, est-ce que ça a des conséquences? Alors, nous, ça a des conséquences que le temps qu'on va faire pour l'irradiation, on peut calculer le temps équivalent dans l'espace. Et par exemple, avec une expérience de quelques heures sur Terre, donc c'est typiquement entre 8 et puis 20 heures d'expérience, ça nous permet de faire comme si on irradiait entre 3 millions et 300 millions d'années dans le système solaire externe. Mais ça va pas être de la datation très très fine. Nous, 3 millions d'années, c'est quelque chose d'hyper rapide, par exemple. Alors, dans le chat, on a des techniciens aujourd'hui qui te demandent quel type de spectromètre de masse tu utilises. Donc là, c'est vraiment hyper pointu. Donc, on a Brusicor, par exemple. C'est pas l'abréviation. C'est un QMS Brusicor, effectivement. D'accord. C'est un quadrupole, effectivement. Voilà. Et comme ça, nous permet d'avoir une gamme de masse pas très... Enfin, c'est pas exceptionnel. Après, je pourrais revenir sur ce que je fais à Grenoble, où on utilise de la très haute résolution en spectrométrie de masse. Ici, c'est vraiment juste du quantitatif. Tu peux juste préciser ce que c'est qu'un spectromètre de masse, ce que ça fait, à quoi ça sert en fait. Alors du coup, le spectromètre de masse, il va permettre de récupérer le gaz qui est à l'intérieur de l'enceinte et puis nous dire les masses qu'il est en train. Et donc en fait, si vous prenez une table périodique des éléments, et vous voyez que chaque élément, il n'a pas n'importe quelle masse, il a une masse qui lui est propre. Et on va pouvoir, nous, du coup, à partir des informations données par un spectromètre de masse, savoir quel élément on a. Par exemple, si on est à 12, on va avoir du carbone, des choses comme ça. Et du coup, on va savoir ce qu'on a dedans. Et là, j'en profite pour répondre à la dernière question
de l'IOS. Oui, effectivement, moi j'utilise de l'Orbitrap. La vache, je pensais pas qu'on serait aussi technique. Est-ce que ça veut dire pour tout le public qui nous écoute, est-ce que ça veut dire donc le spectromètre de masse va permettre d'analyser la composition chimique de ce que tu analyses, mais est-ce que ça veut donc dire que l'irradiation par le rayonnement cosmique sur les glaces change la composition chimique des glaces, c'est ça? Complètement, ouais, c'est exactement ça que ça fait. Et du coup, le spectromètre de masse vient de donner une information sur ce qui est présent en phase B, alors que le spectromètre infrarouge et visible va nous donner une information sur ce qu'il y a dans la glace. Donc, on a deux outils d'analyse complémentaires. Et les rayonnements, quand on part d'une glace d'azote et de méthane, eh ben, en fait, on produit énormément de choses. Et il y avait une question qui demandait est-ce que les ions font des lésions? C'est un petit peu l'idée, c'est que les ions vont déposer de l'énergie dans nos glaces et cette énergie-là va casser des lésions chimiques de la glace originelle. Et puis ensuite, en se recombinant, ils vont former de nouvelles molécules. Et du coup, en fait, on produit énormément de nouvelles choses. Et c'est ça qu'on va pouvoir essayer de quantifier, de savoir ce qu'on a produit. Et puis après, on réchauffe ce qu'on a produit. Donc là, on était à moins 260 degrés. Et on va essayer de revenir à peu près 20 degrés pour pouvoir récupérer les échantillons. Et après, donc ça, tu peux mettre la photo où il y a la fenêtre à la fin. Alors, la photo où il y a la fenêtre à la fin, c'est celle où il y a un spectre sur la partie gauche. Et alors, puis, attends, le spectre, oui, celle-ci. Voilà, exactement. Donc, la partie gauche, on s'en fiche pour l'instant. Et du coup, ce qu'il faut, c'est regarder de notre échantillon. Donc, ce que vous avez sur la partie droite, à la base, on n'avait rien du tout sur la fenêtre. Et ça, c'est ce qu'on observe à température ambiante. C'est ce que nous, on récupère pour comparer avec des météorites. Et vous voyez, j'espère que vous voyez sur vos ordi, qu'il y a un sorte de truc qui est déposé sur la fenêtre. Et ça, c'est quelque chose qui a été formé par l'irradiation. Et du coup, nous, c'est ça qu'on va essayer de récupérer. Alors, c'est l'espèce de brouillard blanchâtre qui est déposé sur la vitre, exactement. C'est le truc qui fait un peu de la saleté, un peu sale. Et c'est exactement ça qu'on récupère. Et c'est ça, nous, le cœur de sur quoi on travaille, c'est ça. C'est-à-dire que du coup, tu déposes de la glace là-dessus, tu l'irradies, la glace change de composition chimique, et ensuite, toi, tu essaies de voir quels changements ont été induits dans la glace par le rayonnement que tu as mis. Exactement. Et du coup, on dépose une fenêtre où il n'y a rien du tout dans la chambre. On fait notre expérience, on retire la fenêtre, il y a plein de trucs dessus. Et nous, ce qu'on essaie de comprendre, c'est qu'est-ce qu'on a dessus. C'est de la cuisine très très avancée. Voilà. Alors du coup, on a une question très intéressante, Basile, de Solacool12. Je ne connais pas ton prénom, Solacool12, désolé. Donc tu peux reviens peut-être sur le spectre du coup, c'est à propos de ça. Ok. Tu peux réappuyer le spectre. Voilà, donc Solacool12 te demande en fait si tu compares ton résultat d'expérience à des spectres théoriques sur lesquels tu peux t'appuyer pour comprendre ce qui se passe dans tel ou tel matériau cométaire. Alors effectivement, donc moi, ce ne sera pas des spectres théoriques sur lesquels je vais travailler, mais en fait, on fait un processus inverse, c'est-à-dire qu'on a des collègues qui ont récupéré des micrométéorites, donc c'est des toutes petites météorites, et qui ont des compositions tout à fait particulières. Donc on peut en revenir si ça intéresse des personnes. Et du coup, on a ces spectres-là, des spectres infrarouges de ces objets-là. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de comprendre comment ces météorites-là ont pu se former. Donc on a développé un scénario de formation, on l'a testé expérimentalement, et après, ce qu'on essaye de comparer, c'est le spectre que vous avez ici, qui correspond à la sorte de poussière qui est collée sur la fenêtre. Est-ce que ça correspond ou pas à la météorite? Et si ça correspond, du coup, ça veut dire que le scénario de formation qu'on a proposé et qu'on a testé, il est peut-être possible. Et du coup, ce qu'on a montré, c'est qu'en fait, c'est possible qu'on ait ça. Et du coup, en fait, là, ce qu'on a fait, ce que vous voyez ici, c'est de la formation de matière organique, c'est-à-dire de matière carbonée, dans le système solaire externe. Et ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on ne connaissait pas et qu'on a réussi à montrer expérimentalement. Donc on a Émile qui demandait à quoi sert cette expérience. Donc pour résumer, en fait, tu irradies des morceaux de glace, pour faire simple, et tu essaies de voir si ça on peut fabriquer du sucre, des choses comme ça, des acides aminés, etc. Alors, non, du coup, moi, je ne vais pas m'intéresser à la formation de molécules très complexes. Pour l'instant, ce n'est pas encore ce qu'on a dedans. Et c'est une partie du travail que je fais ici à Grenoble, de savoir exactement ce qu'on a à l'intérieur. Donc, ces expériences-là, elles étaient d'abord pour voir est-ce qu'on pouvait ou pas former
dans le nuage d'Oort de la matière carbonée. Et ça, du coup, on a fait l'expérience pour essayer de vérifier si oui ou non c'était possible. D'accord, donc d'abord on essaie de former de la matière carbonée simple, ça c'est là où on en est maintenant, et maintenant qu'on a prouvé qu'on est en mesure de faire de la matière à base de carbone simple, l'étape suivante, ça sera d'essayer de voir si on peut aussi former des molécules plus complexes, c'est ça? Alors en fait, elle est pas simple là. Pardon? Là déjà, on ne sait pas en fait ce qu'il y a dedans. Cette matière qui est là, c'est vraiment très complexe. Mais pour l'instant, on n'a pas encore d'idée là-dessus, parce que c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ça, c'est plusieurs années d'expérience pour pouvoir amener ce petit résultat-là. Et donc, du coup, aujourd'hui, maintenant, ça va être essayer de savoir à quel point cette matière-là est complexe. D'accord. Peut-être que tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'on cherche des matières organiques dans les comètes? Est-ce qu'on en a déjà trouvé? Alors oui, du coup, on en a déjà trouvé. Il y a plusieurs missions cométaires qui ont ramené de la matière. Il y en a plusieurs qui sont en cours en ce moment, qui vont ramener de la matière sur Terre dans pas trop longtemps, qui vont en ramener. Et du coup, oui, donc on a de la matière carbonée, de la matière organique. Ah oui, matière organique, c'est de la matière carbonée. Donc c'est des chaînes de carbone et puis avec plein d'autres trucs. Et donc du coup, ça, on en a dans l'espace. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. En revanche, ce qui est nouveau, c'est qu'on a pu montrer qu'on pouvait en former en ce moment dans le système solaire. Et ça, c'est quelque chose d'un petit peu différent, parce qu'avant, on pensait que cette matière-là, elle était formée au tout début de l'existence du système solaire, et puis qu'ensuite, elle évoluait. Et nous, on a proposé que la matière qu'on observait dans nos météorites à nous, elle était suffisamment particulière pour pouvoir penser qu'elle ne provenait pas du scénario généralement admis. Et donc, du coup, on a proposé ce scénario-là, qu'elle est formée dans le système solaire externe. J'essaie de pas trop rentrer dans les détails. Mais... Pas de souci. Non, mais je pense que ça répond bien à la question. Juste aussi, excuse-moi juste une seconde Camille, pour préciser, on parle de matière organique. On est bien d'accord que ce qu'on appelle nous en chimie matière organique, ça n'a pas forcément à voir avec la vie, puisque c'est vrai que organique c'est un mot qui est particulier dans le sens commun. Donc matière organique, ça veut juste dire qu'il y a des atomes de carbone dedans, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est des molécules du vivant. Non, moi je fais pas du tout de recherche. Moi, c'est vraiment la matière organique standard, c'est-à-dire on a du carbone, de l'azote, de l'hydrogène, et puis maintenant on veut savoir un peu qu'est-ce que ça donne exactement. Donc tu viens de répondre à Émile au passage. Émile, voilà, tu as une partie de ta réponse en tout cas. Pour le reste, il faudra attendre qu'on ait un exobiologiste peut-être pour que tu puisses poser ces questions-là. Et donc Lionel qui te pose une question de nouveau sur ton expérience. Peut-être reviens Pierre sur le schéma interne de l'expérience. Le schéma interne de l'expérience. Juste avant, on voyait les faisceaux. Non, voilà, celui-là. Avec les faisceaux, très bien. Donc, il y a Lionel qui te demande en fait quel type de rayonnement tu envoies sur ta glace et combien de types différents. Est-ce que tu prends une large gamme pour avoir différents effets il me semble que le rayonnement cosmique, c'est plusieurs choses, peut-être mélangées. Est-ce que tu peux dire là-dessus? Voilà, donc effectivement, nous, notre installation, c'est à Caen en ce moment, et elle restera sur. Et elle est installée sur un accélérateur d'ions. C'est un accélérateur un peu comme ce que vous avez à Genève. Il y en a plusieurs à d'autres endroits. Et celui-là, il va pouvoir accélérer des gros noyaux. Donc, par exemple, il va accélérer du carbone jusqu'à l'uranium, essentiellement pour des expériences de physique nucléaire, donc qui ne sont pas de mathématiques, pour des gens qui essayent de faire des noyaux extrêmement lourds ou des tas de choses différentes. Et puis, il y a une partie où ils vont faire de la physique interdisciplinaire. Et donc, nous, on fait partie, les astrophysiciens de laboratoire là-bas. Et du coup, on va utiliser leurs faisceaux d'ions. Donc là, par exemple, c'était des faisceaux essentiellement d'argon et de xénon, et qui vont venir simuler le rayonnement cosmique galactique. Et en fait, dans ce rayonnement cosmique galactique, il y a essentiellement de l'hydrogène, et puis ensuite, il y a de moins en moins d'éléments lourds. Mais il y a un truc qui est plutôt bien dans cette recherche-là, c'est qu'on peut calculer l'effet d'un ion dans la matière, et on se rend compte que les ions lourds, même s'ils sont très peu présents dans le rayonnement cosmique galactique, et ben en fait leur effet dans la matière est bien plus important que les hydrogènes. Et donc du coup, nous, on se concentre sur des irradiations aux ions lourds pour simuler la partie des ions lourds du rayonnement cosmique galactique. C'est-à-dire que vous balancez des boulets au lieu de balancer des billes, parce que c'est quand même les boulets qui vont faire le plus de dégâts. Exactement. Donc vous pouvez imaginer qu'il y a 1000 billes et puis un boulet. Et ben nous, on s'intéresse aux effets de ce boulet-là.
pour plusieurs raisons. Et il y en a plusieurs, mais donc l'idée, c'est que ça va provoquer d'importants dommages dans nos glaces. Et donc, du coup, on va pouvoir avoir de la matière qui a été modifiée sur une grande partie de sa surface. D'accord. Moi, je n'ai plus de questions sur ton expérience pour l'instant, donc Plus de si tu questions. veux passer au sujet suivant, c'est comme tu veux. Alors, moi j'avais une question parce que là tu nous as beaucoup parlé de glace, donc de comètes, et de comment le rayonnement galactique pouvait changer la chimie de ces glaces. Mais tout à l'heure, au début, quand on a parlé, je t'ai entendu aussi nous parler de petites poussières de météorites. Mhm. Donc, est-ce que c'est la même recherche? Est-ce que c'est lié ou est-ce que ce sont deux choses différentes, ton travail d'irradiation des glaces et ton travail sur les micro-poussières de météorites? Alors, je vais répondre, mais juste avant, je vois qu'il y a Vincent Astro qui pose une question encore sur l'expérience. Donc, je vais Ouais, peut-être j'allais lui te la répondre poser. si ça, Pas de souci. ah, bah, super. Parce que c'est hyper important pour que les gens se rendent compte de pourquoi l'astrophysique de laboratoire, c'est quand même quelque chose de particulier. Donc, à la fin de l'expérience, on doit effectivement ouvrir la manip pour récupérer nos fenêtres et puis en mettre de nouvelles. Et pour revenir au quasi-vide à 10 Kelvin, alors 10 Kelvin, c'est facile, il faut à peu près 2 heures. Donc ça, c'est pas le plus gros problème. Mais pour revenir au vide et aux conditions de vide dont on a besoin, nous, pour faire nos expériences, il faut plusieurs jours. Ah ouais. Donc du coup, ces expériences-là, elles sont très difficiles à mettre en place parce qu'on peut pas en faire beaucoup chaque année, pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas tout seul à travailler sur l'accélérateur. Et par exemple, cette année, en plus avec le confinement qui a mis à l'arrêt l'accélérateur, nous, on a eu un mois entier de manip, on a eu beaucoup de chance et l'accélérateur a arrêté après. Mais moi, j'ai pu faire que 3 échantillons. Après, on a pu faire des tas d'autres trucs, mais moi, pour la manip dont on avait besoin pour nos recherches, il nous fallait du coup plusieurs jours pour préparer la chambre et du coup, on peut pas en faire beaucoup. Donc, ça prend effectivement énormément de temps. Est-ce que c'est comme sur les grands télescopes, il y a des demandes de temps de machine? Comment Ouais, ça se passe? ouais, c'est exactement ça. En fait, tous les ans, il y a des appels à où du coup, il faut monter un dossier pour demander du temps de faisceau, dire quel faisceau on a envie, etc. Et puis ensuite, il y a un comité qui se réunit et qui décide quelle personne aura le droit ou pas d'utiliser l'accélérateur. Nous, l'avantage qu'on a, c'est que, ce que j'ai un tout petit peu dit, c'est que nous, on prend n'importe quel ion. On n'est pas trop regardant parce que tout ce que ça va changer, c'est nos calculs après. Et c'est pas un très gros problème. Donc nous, on est assez chanceux là-dessus, mais il y a des gens qui, eux, ont besoin que de l'uranium, par exemple, pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Et eux, du coup, ils n'ont pas beaucoup le choix. Ils peuvent moins s'adapter. Donc nous, on a de la chance. Oui, parce que du coup, le comité va essayer de regrouper tous ceux qui veulent de l'argon, on va les mettre en février, tous ceux qui veulent du Voilà, carbone, exactement. histoire d'optimiser un petit peu le temps de Ça faisceau. permet d'optimiser. Et puis le fonctionnement du GANI, il est un petit peu particulier. C'est d'abord la physique nucléaire. Tout le monde n'a pas besoin des mêmes ions. Donc et puis après, il y a faire des faisceaux d'ions d'origine gazeuse, donc de l'argon, de xénon. C'est plus facile que faire des faisceaux de fer. Voilà. Donc il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte. Et puis nous, l'avantage, c'est qu'on s'en fiche un peu. Vous êtes flexible. Voilà, exactement. J'ai une dernière question sur tes expériences avant que peut-être, je crois qu'il y avait un autre sujet dont tu voulais nous parler après. C'est Cela coule douce qui pose une question intéressante qui est déjà, est-ce que toi tu vas en personne faire la manip ou est-ce que c'est des techniciens qui la font pour toi, comme ça peut être le cas au VLT par exemple, voilà. Et du coup, est-ce qu'il y a des risques dans la procédure? Est-ce que c'est dangereux dans certaines procédures de travailler sur un accélérateur? Est-ce qu'il y a des bêtises à pas faire? Voilà. Est-ce qu'on peut mettre son œil devant? Alors oui, effectivement, donc il y a plein de choses à vérifier. Donc, on fait nos expériences nous-mêmes. On a un support technique qui est indispensable sur place parce que c'est eux qui vont installer l'expérience en ligne, donc qui vont déplacer IGLIAS, donc l'énorme machine que je vous ai montré tout à l'heure, de l'endroit où elle est stockée en temps normal pour aller le brancher sur l'accélérateur. Et puis ensuite, dès qu'il y a une pompe qui va casser, de l'eau qui va fuiter de n'importe où, enfin, il y a des tas de choses qui se passent. On a besoin du personnel technique. Et par contre, ce sont les chercheurs qui construisent, qui font leur expérience. Et du coup, il y a des tas de procédures à vérifier, parce que du coup, c'est un accélérateur à particules finalement. Donc, c'est une installation nucléaire. Donc, on peut pas faire n'importe quoi. Il y a des formations. Et puis, en fonction des endroits où on va travailler, il y a des salles où il y a beaucoup de radioactivité qui est de la radioactivité induite et du coup on peut pas rentrer en salle une fois que l'expérience est lancée. Voilà, des choses comme ça. Donc, il y a tout un tas de choses un petit peu compliquées qui sont propres à la physique sur accélérateur et dont il faut prendre en compte et dont
les gens qui travaillent dessus, du coup, sont obligés d'être au courant de tout ça. Donc, ouais, il y a des tas de procédures. Puis après, en dehors de ça, on travaille à très basse température. Donc, du coup, on utilise des fluides. Donc, c'est de l'hélium liquide et puis on va utiliser de l'azote liquide. Donc là, il y a des risques de brûlure, il y a des risques de tout. Enfin, on peut faire plein de trucs. Mais on n'a jamais eu de soucis très graves. C'est intéressant que tu nous dises tout ça parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir des astronomes qui sont soit des théoriciens, soit des observateurs. Et là, on a un cas de travail complètement différent. Ah oui, là, c'est vraiment expérimental. Et puis, du coup, c'est du 24 heures sur 24. Et donc, du coup, quand on a 5 ou 6 jours d'expérience, et ben, le faisceau, il est là en continu. Et on est sur la manip. C'est quelque chose de très intéressant, mais c'est fatigant. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jour et de nuit dans un accélérateur. On prend le faisceau Non. quand il y en a, quoi. Exactement, on prend le faisceau et donc souvent, quand il y a des soucis, on a le téléphone et puis à 2 heures du matin, le faisceau est prêt et on doit venir à 2 heures du matin. Mais c'est une belle vie, hein, c'est bien. On a Anna qui te demande si on a constaté un enrichissement isotopique, donc des atomes qui récupèrent de plus en plus de neutrons, sur tes résultats ou pas avec la procédure. Alors, du coup, c'est une question qui est en vrai extrêmement compliquée et c'est en fait notre sujet de recherche maintenant. Donc, ça va être compliqué de répondre simplement. Je ne sais pas quel niveau à Anna. Je pense qu'on aura fait l'interview la plus technique de la série, mais c'est très très intéressant. Non, faut pas être désolé. Du coup, c'est une bonne question. Non, c'est très intéressant. En fait, c'est une vraie question qu'on se pose parce que la matière qu'on a, la matière organique des météorites, elle est enrichie isotopiquement. Donc, c'est-à-dire qu'elle a des compositions isotopiques qui sont très différentes de ce qu'on a sur Terre. Et ce qui est d'ailleurs un moyen de savoir si on a affaire à un caillou de la Terre ou un caillou de l'espace. Et une des questions qu'on s'est posées, c'est est-ce que notre scénario de formation, il a impliqué ou pas cet enrichissement isotopique. Donc, on a fait tout un tas d'expériences, et c'est des expériences qu'on a conduites en février notamment, où en fait, on essaye de voir à quel point on peut enrichir ou pas notre matière. Et il se trouve que lorsqu'on fait juste une glace standard, donc pure azote-méthane, il n'y a pas tant d'enrichissement qui est lié à l'irradiation. Donc, on pourrait croire que l'irradiation fait tout un tas d'effets, mais c'est pas le cas. Et ça, c'était un beau résultat d'ailleurs de 2019. Par contre, lorsqu'on fait des glaces qui sont déjà enrichies isotopiquement, et ben là, on se rend. Ah, je rigole parce que lui, je le connais. Et du coup, quand on fait des glaces avec déjà des enrichissements dans la glace, on se rend compte que la matière organique qu'on récupère, elle conserve ces enrichissements-là. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça, c'est un super beau résultat aussi. Et du coup, on pourrait avoir des explications, en tout cas des débuts d'explications expérimentales sur les origines des enrichissements qu'on a dans la matière extraterrestre. Mais pour l'instant, c'est le début. Alors peut-être pour les personnes qui sont peut-être débutantes en physique, en astronomie dans le chat, un atome, hein, à l'intérieur, il y a des neutrons et des protons. C'est les protons qui font l'élément. Hein, entre le carbone et l'oxygène, c'est pas le même nombre de protons. Et c'est les neutrons en plus ou en moins qui font ce qu'on appelle des isotopes pour un élément donné. On a une question de Laurent qui te demande en fait quels sont les moyens informatiques et numériques que tu utilises pour analyser tes résultats. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est compliqué? Comment ça se passe? Pour la partie juste accélérateur, c'est très léger parce qu'en fait, on traite des spectres infrarouges et ça va super vite. C'est pas très lourd du tout à analyser si, mais ça ne demande pas de grosses ressources. Je peux le faire sur un PC de bureau sans problème. J'ai pas besoin d'avoir accès à un supercalculateur ou des choses comme ça. Et ensuite, les outils que j'utilise pour faire des simulations, c'est des codes qui ont déjà été écrits. En fait, c'est presque des logiciels déjà faits et disponibles sur des sites de recherche qui nous permettent de calculer l'énergie déposée par nos ions dans une glace. Donc, du coup, en fait, c'est hyper simple. On n'a pas besoin de gros moyens numériques et informatiques pour faire ces résultats-là. On a les chimistes du chat qui demandent quel est le parfum de ta glace. Donc déjà, est-ce que ça sent quelque chose? Et ensuite, plus sérieusement, est-ce qu'il y a des molécules très simples que tu sais qui sont formées par cette irradiation que tu peux me donner? Donc du coup, la glace initiale, c'est N2CH4, donc c'est de l'azote et du... Bon, celle-là, il n'y a pas d'odeur particulière ni de couleur. Par contre, pendant l'irradiation, on produit tout un tas de choses. Et notamment, là, je vois dans les réponses, il y a du cyanure d'hydrogène et on produit effectivement beaucoup de cyanure d'hydrogène et c'est la majorité de ce qu'on produit.
Et donc ça, du coup, si on pouvait sentir dans l'enceinte, on sentirait peut-être l'amande. Mais après, il faut savoir que les quantités dont on parle, on a une glace qui fait à peu près 20 micromètres. Donc, ça fait même pas un glaçon. D'accord. Mais du coup, on produit quand même des tas de choses, donc du HCN, donc du cyanure d'hydrogène, et puis après, on produit plein d'autres choses. Et on sait même pas tout, en fait. Et du coup, c'est une partie de la suite de notre travail, c'est d'essayer de comprendre ce qu'on a de manière plus précise dedans. Donc on ne risque pas de se tuer en mangeant la glace que tu produis, ça va. Alors non, mais il y a plein d'autres façons de se tuer avec cette manip. On a Mélusine qui te demande quelle différence il y a entre des météorites provenant de différentes planètes. Est-ce que... Alors ça revient un petit peu sur le truc du début, mais ça, je pense, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut caractériser l'origine d'un petit corps qui nous arrive dessus Ouais, donc c'est une bonne question, effectivement. Donc les météorites, il y en a plein de différents types et moi je suis pas expert sur la classification des météorites, mais par contre il y en a qui proviennent du coup de corps qu'on appelle différenciés, c'est-à-dire que lorsque le système solaire s'est formé, vous aviez, pour faire simple, des gros objets qui formaient ce qu'on appelle des planétésimaux, donc c'est des sortes de planètes, et puis qu'on subit ce qu'on appelle une différenciation, c'est-à-dire qu'elles étaient suffisamment grosses pour qu'on ait un noyau qui commence à se former, et puis une croûte, etc. Donc un peu comme ce que la Terre a donné finalement. Et ces météorites-là, du coup, il y en a qui proviennent et qui ont un certain intérêt, et puis il y en a d'autres qui sont des météorites plus primitives, qui, elles, proviennent de corps qui n'ont pas subi cette différenciation-là, qui ne proviennent pas de corps qui sont devenus extrêmement gros. Et c'est celles-là qui vont être extrêmement intéressantes pour une partie de notre recherche, parce que celles-là, elles vont conserver la mémoire de ce qu'il y avait dans le système solaire avant la formation des grosses. Et du coup, donc la question, c'était est-ce que les météorites martiennes et lunaires sont intéressantes? Et bien, du coup, celles-là, c'est un cas particulier de ce que je viens de dire. Elles sont très intéressantes parce qu'avoir sur Terre une météorite martienne, c'est une météorite qui provient d'un impact avec Mars, et c'est des météorites extrêmement rares. Et il y en a dans certaines collections, et c'est... Et donc on peut savoir quand on analyse une météorite si elle vient de Mars ou si elle vient de la Lune par une analyse chimique. Une analyse chimique, puis il y en a qui sont suffisamment forts pour le faire à l'œil. Mais oui, on peut savoir d'où vient une météorite, et en tout cas, on peut les classifier. Et la classification des météorites est extrêmement vaste, et du coup, en prenant une météorite, on va pouvoir la mettre dans une petite case. Et moi, je ne sais pas faire, mais on peut le faire. C'était pas un autre sujet? Oui, si. Ouais, justement, il reste 10 minutes. Tu nous disais donc que tu travaillais sur les glaces des comètes, les radiations, on en a parlé. C'était passionnant d'ailleurs, merci. Et tu nous disais aussi que tu travaillais sur des poussières de météorites. Du coup, ma question, est-ce que tu vas dans l'espace récupérer des poussières de météorites avec une petite raquette, ou comment est-ce qu'on récupère ces poussières de météorites sur lesquelles on va travailler? Alors donc du coup, moi je travaille avec des gens qui sont, en fait, on ne fait pas ce travail-là tout seul, donc on est en collaboration avec tout un tas de gens. Et du coup, on travaille avec des personnes d'un laboratoire à Paris qui s'appelait le CSNSM, qui a changé aujourd'hui, et qui vont en Antarctique. Donc là, je pense que tu peux mettre les images, les belles images de l'Antarctique. Celle-ci. Voilà, donc c'est la première. Donc en fait, qui collectaient des micrométéorites. Donc les micrométéorites, il faut voir ça comme qui a une taille de l'ordre de la centaine de micromètres, peut-être même un peu moins des fois. Et du coup, ces poussières-là, eh ben, il en tombe plein. Alors pourquoi on s'intéresse à ces micrométéorites-là? C'est que si vous prenez des météorites, il y a à peu près 10 tonnes de météorites qui tombent par an sur Terre. Et alors ça peut sembler beaucoup, mais sur ces 10 tonnes, il y en a plein qui vont tomber dans l'eau, etc. Les micrométéorites, il y a à peu près 40 000 tonnes qui vont tomber par an, ce qui fait qu'on a accès à beaucoup plus de matière si on s'intéresse aux micrométéorites. Mais la difficulté, ça va être de les trouver. Et pour les trouver, du coup, il y a une belle façon de le faire, c'est de le faire dans les endroits où il y a très peu d'activité humaine. Et notamment, du coup, on a des gens qui vont en Antarctique, dans la station franco-italienne de Concordia, ce que vous avez ici sur cette image-là. Et puis du coup, donc, si tu peux passer à celle juste d'après, là-bas, ils vont faire un sacré boulot que vous attendez peut-être pas pour des astrophysiciens. Donc, ils vont creuser. Et donc là, ce que vous avez, donc c'est nos collègues en tenue antarctique. Et puis, du coup, ils sont dans une énorme tranchée de plusieurs mètres de profondeur. Et à l'intérieur de cette tranchée, ils vont récupérer de la neige dans les parois. Ils vont emmener cette neige-là dans des bidons, ramener ça dans la base, faire fondre la neige et passer l'eau de fonte à travers des filtres.
Et ces filtres-là vont conserver toutes les poussières et ensuite ces poussières vont être analysées une par une dans le laboratoire à Orsay. Et en fait, on se rend compte qu'en faisant ça, on élimine énormément de contamination humaine et on récupère tout un tas de micrométéorites. Et moi, je travaille sur une classe très particulière de micrométéorites qu'ils ont trouvées dans leur collection, qui s'appelle les micrométéorites ultracarbonés, qui sont extrêmement riches en carbone. Et moi, du coup, la base de mon travail, c'est essayer de comprendre d'où est-ce qu'elles proviennent, comment ces météorites-là se sont formées. Et c'est là le lien qu'il y a avec les poussières. D'accord. On voit effectivement que la quantité de pelletage n'a absolument rien à voir avec ce qu'on peut retirer devant la maison. Et c'est ce que INS Vidéo, qui habite en Norvège, si je ne m'abuse, me dit, qui se plaindra plus jamais du pelletage de neige devant chez lui. Là, on est sur des tonnes et des tonnes de neige. Hein. Ils ont fait 50 mètres cubes sur la dernière campagne de neige. Et sur 50 mètres cubes de neige, on récupère quoi en termes de matière extraterrestre? Alors, pour l'instant, il ne me semble pas qu'on a les chiffres de cette campagne-là, mais un ordre de grandeur. Alors, je ne vais pas pouvoir dire sur mètres cubes ordre de grandeur, mais il y a plusieurs milliers de micrométéorites maintenant dans la collection qu'on a dans ce laboratoire-là. Donc, on en récupère beaucoup et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que le ratio entre poussière de contamination et de pollution est très intéressant. On n'a quasiment que de la poussière. Enfin, ils ne vont pas être contents si je dis ça, mais on n'a quasiment que de la poussière extraterrestre. Et c'est pour ça que c'est très intéressant d'aller là. Et en plus, vu qu'ils peuvent en récupérer plein, ils ont plus de chances de détecter des nouvelles familles. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont découvert 2 nouvelles familles, dont les météorites ultracarbonées. D'accord. Est-ce qu'on a encore des questions? Il y a Vincent Astro qui te demande la proportion de carbone qu'on trouve dans ces micrométéorites. Est-ce que ça valide ce que tu fais en expérience? Alors, en fait, l'expérience se fait pour valider ce qu'on dans ces micrométéorites-là. Et elles sont ultra-carbonées parce que d'habitude, il y a entre 5%, à peu près 5% en masse, on va dire, dans les météorites en carbone. Ces micrométéorites-là qui sont ultra-carbonées, il y en a entre 60 et 95% de la masse qui est faite de carbone. Et c'est extraordinaire. C'est vraiment quelque chose de très étonnant. Et c'est pour ça que le scénario de formation de ces poussières-là ne pouvait pas être le même que toutes les autres, parce qu'elles sont beaucoup trop différentes. Et puis en plus, cette matière-là, on s'est rendu compte qu'elle était très riche en azote, à des taux, il y a jusqu'à 10% d'incorporation en azote, c'est vraiment énorme. Et ensuite, pour revenir sur l'enrichissement, elles ont des enrichissements isotopiques qui sont exceptionnels également. Donc bref, tout ça fait qu'on avait besoin de comprendre d'où est-ce qu'elles provenaient. Et on a construit un scénario et le travail de l'astrophysique de laboratoire, ça a été de vérifier en labo, est-ce que ce scénario était valable ou pas. Et pour l'instant, il semble que oui, ça marche plutôt bien. On peut expliquer une partie de leur formation. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ce scénario? Est-ce que c'est explicable rapidement? Il nous reste 3 minutes, on a le temps. Ouais, donc le scénario, c'est qu'on a un objet qui est composé d'azote et de au premier ordre, alors je ne rentre pas dans les détails évidemment, qui se balade dans le nuage d'Oort, qui est exposé au rayonnement cosmique galactique. Et on a quelques millions d'années, donc c'est quelque chose de vraiment extrêmement rapide, alors rapide à l'échelle de l'univers évidemment, mais quelque chose qui se passe en 5 millions d'années, c'est vraiment un claquement de doigts. Donc ça se passe très vite et on produit suffisamment de matière pour qu'une fois que cet objet-là revienne dans le système solaire sous la forme d'une comète, elle va éjecter de la poussière dans l'espace et cette poussière-là va tomber sur Terre et quand on la récupère, il y en a une partie du coup qui va correspondre à ces météorites ultracarbonées. Et donc, du coup, on a un scénario de formation et qui est plutôt cool parce que s'il est vrai, ça veut dire qu'on a accès sur Terre à de la matière du nuage. Et c'est de la matière qui est complètement hors de portée de toute mission spatiale. Et ça, c'est quand même super bien. D'accord. J'ai le souvenir que des gens s'amusent à essayer de voir passer des objets du nuage de Oort devant des étoiles lointaines et que c'est une des seules façons aussi d'essayer de savoir s'ils existent ou pas. Je dis ça à connaissance de cause. Et bien maintenant, on peut même en toucher, du coup, c'est effectivement assez fascinant. Quoi. Du coup, je pense qu'il est 59. Moi, j'ai 2 questions que j'ai réservées pour la conclusion, si vous êtes d'accord. Vas-y, dis-nous. Alors, c'est Alix et Guitoun qui ont deux questions que je vais essayer de fusionner. Ça concerne plutôt la forme de ton travail. Depuis combien de temps tu travailles sur ce sujet? Combien de temps ça te prend par rapport aux autres sujets que tu as pu voir dans ta carrière? Et
est-ce que tu considères qu'on arrive au bout de ce sujet? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre? Et puis, qu'est-ce qui te motive, dans ce sujet? Qu'est-ce qui te donne envie de le faire et qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui ont envie de te suivre? Alors, du coup, effectivement, donc ce travail-là, moi, j'ai commencé ma thèse en 2014 et depuis, en fait, je fais que de l'astrophysique de laboratoire. Donc, depuis ma soutenance de thèse en 2017 et jusqu'à maintenant, je continue à travailler sur des expériences sur des glaces avec différents objectifs. Donc, il y a toujours une partie sur les météorites, mais après, je travaille aussi avec des personnes qui vont s'intéresser à ce qu'on observe dans certains nuages moléculaires ou à ce qu'on a dans l'atmosphère de Pluton. Donc, ça reste assez vaste et étendu, mais par contre, toujours dans la même thématique, des expériences d'irradiation de glace. Donc, ça, c'est quelque chose que je fais du coup depuis 6 ans. Et ça me plaît toujours, donc j'ai pas encore besoin de changer d'air là-dessus. Et j'imagine qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Et voilà, donc pour en revenir sur cette question, en fait, à chaque fois qu'on fait une expérience plus, on répond un petit peu à des questions, mais comme d'hab, en fait, on répond à une question et puis on en ouvre 50 après. Donc on a besoin de beaucoup, beaucoup de temps encore pour essayer de comprendre. Et puis tant mieux, parce que sinon, après, on s'ennuierait. Et qu'est-ce qui te motive du coup dans tout ça? Si tu pouvais peut-être dire aux astronomes en herbe, parce que qu'est-ce qu'ils doivent garder dans leur passion pour avancer? Il en faut beaucoup de patience, parce que malheureusement aujourd'hui la recherche c'est quand même pas très facile continuer à travailler dedans. Mais donc du coup, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a accès à tout un tas d'objets. On travaille sur un accélérateur. C'est quand même des super installations et puis on apprend tout un tas de trucs. Je dirais que c'est surtout ça, c'est qu'on apprend des choses tous les jours. Et ça, finalement, c'est bien. Et je répondrai à Geektoon après. Ok, eh bien merci beaucoup Basile. Je crois que c'est là-dessus qu'on va se quitter. Camille, est-ce que tu veux Merci. rajouter quelque chose? Oui, alors deux petites choses. On a Chichi qui nous dit que ce serait bien qu'il y ait des séances avec des médiateurs qui parlent. Pourquoi pas? On va y réfléchir, on verra. Je sais pas Peut-être si à la Pierre, fin. t'as envie qu'on fasse une Euh, expérience en duo sur enfin, voilà. Pourquoi pas? Peut-être à la fin de cette série où on a encore des astronomes jusqu'à fin Solo mai. avec du On vinaigre, verra voilà. d'ici là. Allez, pourquoi pas? Et donc, sinon, à part ça, comme d'habitude, si vous avez des questions que je n'ai pas vues, qu'on n'a pas eu le temps de répondre ou qui étaient un petit peu hors sujet, gardez-les. Notamment, j'ai vu passer des questions sur l'exobiologie. Je ne sais pas si Pierre, tu as prévu un exobiologiste à un moment donné. Ça devrait arriver pas tout de suite. Alors je vais parler de ce qui va arriver Voilà. justement dans la semaine. Donc voilà, donc si vous avez des questions qui ne sont pas répondues, gardez-les bien au chaud. De toute façon, toutes les questions. Après, exobiologie, si jamais je peux. Mais si elle n'est pas trop avancée, je peux répondre. Bah, c'est juste une personne qui demandait si des tardigrades, par exemple, pourraient survivre sur une comète pendant longtemps en étant desséchés. Alors, les tardigrades, effectivement, ils ont des capacités assez extraordinaires en tant qu'extrémophile, mais à survivre sur une comète pendant des millions d'années, ça me semble ambitieux. Ce serait les tardigrades. C'est ça. Voilà, donc tu as ta réponse, Émile. Donc voilà, si vous avez des questions, gardez-les pour la prochaine fois. Et puis, Eh bien, voilà. justement pour les prochaines fois, nous allons retrouver, donc nous nous retrouvons mercredi et vendredi. Donc mercredi à 14 h, nous recevrons Xavier Delphos qui lui va nous faire quitter le système solaire et puis on va avec lui aller explorer les planètes qui tournent autour d'autres étoiles dans l'univers. Donc on parlera des exoplanètes mercredi. Et puis vendredi 24 avril, c'est Sandrine Codis qui sera avec nous. Et là on ira encore plus loin et on reparlera de nouveau de cosmologie et de la toile cosmique. Voilà, donc on fait vraiment une semaine tout en échelle de grandeur. C'est parfait. Merci beaucoup à tous de nous suivre aussi fidèlement. Merci de vos interventions, de vos questions qui sont toujours aussi passionnantes. Et pour terminer, donc merci beaucoup Basile d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour m'avoir invité. C'était vraiment passionnant. Merci aussi à ceux qui nous aident à gérer le chat et à l'animer. Je pense à Simon Meyer, le directeur du Planétarium. Je pense à Adrien, je pense à Maël, qui sont des médiateurs du Planétarium. Toute l'équipe se met dans ce projet et ça fait plaisir à voir. Merci à tous et on se retrouve donc mercredi prochain. Au revoir.